NJ, toi aussi, tu as un point de vue là-dessus? Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Moi, j'ai fait écho au bac. Hein. Donc, pas de problème. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. Bon, super. On est sauvés. T'as eu combien J'ai eu 16 en plus. Elle est pétée. Ah oui, d'accord, c'est bon. Ouais, c'est bon. option écho, donc coef 7, c'était pas mal. Pas mal. Ok, bon, je pense qu'on peut commencer l'émission. Hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, maintenant disponible au format audio et vidéo. Vous le savez peut-être, on a maintenant un channel sur YouTube et je vous invite à aller vous abonner sur YouTube si vous voulez non seulement écouter mais aussi regarder ce podcast puisque maintenant vous pouvez nous voir. Ça se passe sur YouTube, le channel s'appelle Silicon Carnet. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission et je vous donne rendez-vous chaque semaine pour décoder avec mes invités les sujets calientes de la Silicon Valley. Cette semaine dans Silicon Carnet, 3 invités de choc. Vous commencez à les connaître. Ma première invitée, c'est Camille Lambert qui fait son retour dans Silicon Carnet. Camille, bienvenue à nouveau dans Silicon Carnet. On est super content de t'avoir parmi nous. Comment ça va, Camille? Tu tiens le choc? Écoute, ça va bien. Ici, c'est déjà Noël, comme tu veux le voir. Ah oui, effectivement, tu as commencé ton sapin. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que Gary, le monsieur de la SEC, aimerait bien avoir comme cadeau sous le sapin de Noël les experts crypto. On en parlera tout à l'heure. Exactement, ça sera ta brève de la semaine, Camille. On en parle tout à l'heure, on parle de Gary. Mais justement, en parlant de Gary, on a notre propre Gary dans Silicon Carnet. Vous le connaissez, c'est son deuxième épisode avec nous dans cette saison. Gary Von Brandler est parmi nous pour cet épisode 118. Gary en direct de San Francisco. Bienvenue Gary dans Silicon Carnet. Salut Carlos, salut à tout le monde. Super content d'être là. Moi, j'ai pas de sapin. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Je vais certainement pas parler de sapin en tout cas, mais par contre, je vais parler de Neuralink qui essaye de recruter des patients pour leur mettre des chips dans le cerveau. Oh, génial. Bon. Donc on va voir si vous aussi vous avez envie de faire partie de cette liste de patients bêta. Et le troisième invité, vous le connaissez, c'est Angie Ismail qui nous vient tout droit de Miami. Ça se voit en plus parce qu'il a le t-shirt le t-shirt de Miami, des Miami Heat, c'est ça Angie? Tout à fait, le t-shirt des Miami Heat. Et justement cette semaine, je vais parler de mon nouveau voisin qui s'appelle Jeff Bezos. Et on va voir est-ce qu'il déménage ici pour le soleil? Je sais pas. On verra. D'accord. Jeff Bezos à Miami. Ok. Et ouais. On parle de tout ça dans les brèves de l'émission à la fin de Silicon Carnet avec une nouvelle rubrique qui s'appelle What the fuck America que je vous laisse découvrir, qu'on va introduire dans cette saison 5 de Silicon Carnet. Sinon, les sujets de la semaine, on va parler du PIB américain qui s'envole, qui atteint presque 5%. Et pendant ce temps-là, les startups meurent dans la Silicon Valley. Donc, what the fuck, justement, on va essayer de comprendre. Ça sera un cours d'économie. Heureusement, on a NJ qui a fait économie au bac et qui nous a dit 16 en économie. Mention éco. Tout à fait. Et je remercie ma professeure si elle m'écoute. J'ai oublié son prénom, son nom de famille, mais c'est pas grave. Super. Ben écoute, je suis sûr qu'elle nous écoute quand même. Et donc ça sera le premier sujet. On va parler économie et l'économie américaine justement et les startups américaines. On va parler d'OpenAI, bien évidemment qu'on va parler d'OpenAI. Il y a eu plein d'annonces et on va revenir sur les annonces d'OpenAI. On va aussi peut-être évoquer l'outil, le chat de Twitter. Enfin maintenant il faut dire X, qui s'appelle Grok. Et donc on va en parler. Et puis on va parler aussi de la livraison par drone de Amazon qui visiblement a un peu de mal à décoller. Voilà, c'est le sommaire de cette émission. On commence tout de suite.
Alors, premier sujet, comme on l'a dit dans le sommaire de cette émission, on va parler de l'économie américaine. Et il se passe un truc en ce moment dans l'économie américaine. Tout le monde nous parle de récession. On nous dit que la récession arrive. Tout le monde l'attend. En tout cas, les économistes, les entrepreneurs s'attendent à cette récession. Et les chiffres du PIB viennent de sortir du troisième trimestre aux États-Unis. Et la surprise, le PIB se porte très très bien puisque il est en hausse de 4,9%. Les prédictions étaient de 4,3%, donc il est au-dessus des prédictions. Et il est bien au-dessus du deuxième trimestre qui était déjà en hausse de 2,1%. L'inflation, elle, semble se stabiliser puisque le Consumer Price Index est aux alentours de 3,6. Et les consommateurs américains n'ont pas l'air d'être inquiets et continuent de consommer. Donc tout le monde s'était préparé à une récession et on voit pas la crise arriver aux US. Alors j'ai envie de vous dire, qu'est pas ça dans la cassa? Tout le monde se pose un petit peu la question. Tout le monde est un peu flippé en se disant ça va venir, mais ça ne vient pas. Et du coup, les marchés et aussi les entrepreneurs sont en train d'interpréter tous les signaux en se disant ça y est, ça va se passer. Et non, ça se passe toujours pas. Donc j'avais envie de vous poser la question, je sais pas qui d'entre vous veut réagir à ça. Peut-être toi, Camille. Non, mais si on revient sur les chiffres américains, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai pas fait option économie, mais pour le coup, on a tous les signes qui fait que normalement, ça devrait s'effondrer aux États-Unis. La dette des grosses boîtes est complètement à refinancer. Donc normalement, et les taux étant gigantesques, ils devraient être en difficulté. Sur les crédits, on devrait être en difficulté. Sur les crédits de carte bleue, on devrait être en difficulté. L'or, qui normalement est censé monter, commence à baisser. Donc ça veut bien dire qu'on ne pense pas qu'il y a une récession au bout du tunnel. Même si pourtant, tous les indicateurs montre qu'il y a une récession. Mon petit avis personnel, mais là c'est un wild guess, si le GDP se sort pas si mal aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis sont très dépendants du pétrole. Faut pas oublier que fin août, la réserve américaine était au plus bas depuis la nuit des temps et que peut-être que Biden a renfloué ses réserves à des prix, parce que pour le coup le pétrole s'est effondré, à des prix super cool. Et peut-être que c'est ça qui fait que du coup les dépenses énergétiques permettrait d'avoir ce GDP. Là, c'est un wild guess, franchement, baqué par pas grand-chose, mais c'est le seul truc que je vois qui pourrait expliquer le chiffre. Hein. D'accord. Alors moi, je vais peut-être rajouter mon point de vue. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'ici de San Francisco, nous, ça fait quand même depuis le début de l'année où c'est la catastrophe. On voit toutes les boîtes qui se plantent, etc. Les layoffs dans tous les sens. Donc, c'est assez stressant, en fait, en étant à San Francisco, de voir tout ça. Ouais. Quand tu regardes l'économie ici aux US, c'est vrai que les gens dépensent encore la blinde. Tu vois vraiment que les gens recommencent à dépenser. Par contre, quand tu regardes la réalité derrière pour les boîtes, si tu regardes par exemple le secteur manufacturier, qui représente quand même 11% de l'économie américaine, ils ont eu un énorme coup dur à partir d'octobre. Et en général, quand ce secteur se plante, tu as toujours les autres secteurs qui suivent. Ça, c'est le premier truc. Et l'autre truc que je vois aussi, c'est que, en fait, on voit le GDP qui monte. Et à côté de ça, on connaît nos amis américains, ils adorent les cartes de crédit. Ça, c'est en train d'exploser et ils commencent à avoir des défauts sur les cartes de crédit. La dette des cartes de crédit. Ouais. Il y a des défauts sur on voit de plus en plus de gens qui ne payent plus en fait leur carte de crédit. Donc, je sais pas. Honnêtement, c'est impossible, je pense, de vraiment dire s'il y aura une récession ou pas. Moi, mon point de vue, en tout cas, c'est que je pense que c'est peut-être moins rose que ce qu'on ne croit. Et l'autre chose aussi, c'est que les grosses boîtes, en général, s'attendaient tous en fait à une récession au milieu de cette année-ci, et en fait il y a un peu de retard, mais on va se retrouver à mon avis avec une récession, ou en tout cas des difficultés à partir de janvier de l'année prochaine. C'est juste un délai qui s'est mis. Moi, je parlais avec un économiste, juste pour vous dire un truc, qui me disait que, en fait, lui, ce qu'il expliquait ça, notamment sur Q3, puisque les chiffres là dont on parle, cette augmentation du GDP aux US de 4,9% sur le troisième trimestre, lui, il expliquait aussi qu'il reste encore beaucoup de subsides, des aides gouvernementales qui ont été déployées, et que grosso modo, les gens sont en train de dépenser cet argent-là qu'ils continuent de recevoir. Et donc, en gros, c'est un peu un PIB, une hausse de PIB un peu factice, et qu'effectivement, ça s'approche maintenant assez dangereusement. Angie, de ton côté, toi qui as fait écho, je rappelle. Hein. Oui, alors, à prendre avec des pincettes, parce que maintenant, ça fait presque 20 ans le bac, hein, donc voilà. Mais non, déjà, il y a le parallèle avec les startups. On dit toujours, quand il y a une petite crise, tu as les petits poissons qui remontent à la surface avant que les gros poissons, les baleines, etc.,
soient impactées. Donc les startups, comme c'est un peu le dernier maillon de la chaîne d'investissement, en gros les startups c'est les produits les plus à risque dans la chaîne, un peu comme je sais pas si on te vendait un appartement dans un quartier d'avenir en produit genre Pinel en France, tu vois, et que le quartier d'avenir en fait il se transformait pas du tout en quartier d'avenir. Et donc je pense que les startups sont les premières à subir en fait le contre-coup de la politique monétaire depuis 2020. On en avait déjà parlé, mais on peut le répéter, c'est qu'en gros, pour éviter la crise financière liée au Covid, le gouvernement américain, mais en fait toutes les banques centrales ont mis de l'argent à fond et ont anticipé une crise. Matelas, oui. Ouais. Voilà, et tout le monde a anticipé une crise, tous les acteurs économiques ont anticipé une crise. Donc référence économique, ça c'est du keynésianisme pur, où en gros le fait que tout le monde anticipe et prenne des mesures, et ben ce qu'on attendait ne se passe pas vraiment. Et donc il y a ce petit graphe là que je voulais partager qui est un peu pessimiste. Alors après c'est comme d'hab, on prend les graphes qui vont dans notre sens, dans notre théorie. Mais c'est marrant, c'est Bloomberg je le montre à l'écran là en live, super. Donc c'est Bloomberg qui a fait une compile de toutes les fois où dans la presse le mot soft landing a été utilisé. Et donc la Fed, depuis le mois d'août à peu près, commence à beaucoup sortir ce mot soft landing. En gros, on est sorti de la crise. Nous explique ce que ça veut dire, ce terme de soft landing. Oui, comment je le comprends, c'est en gros, on a évité la récession parce qu'on a eu une politique monétaire de hausse des taux, etc., qui nous permet justement de naviguer la tempête sans trop de dégâts. Ouais. Et le problème, c'est que justement, tous les acteurs économiques vont se relâcher et vont dire c'est bon, on est sorti de la crise, on repart, et là, tu as le double effet qui se coule. Potentiellement, et on le voit sur le graphe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un pic de l'utilisation du mot soft landing, tu as eu un gros crash à peu près en même temps ou peu de temps après, quoi. Donc voilà, c'est sur le graphe, les récessions sont grises. Ouais. Et Angie, si je peux rajouter, côté français, les boîtes qui ont pris un PGE, qui était le prêt d'État pendant le Covid, là sont aussi en difficulté pour le rembourser, ce qui fait que là, par exemple, les chefs d'entreprise arrêtent de se payer ou coupent plein de dépenses, donc en fait ne peuvent pas investir pour se développer parce qu'ils sont pris à la gorge par ce PGE, et donc on a le même principe en France. Et il y a un truc en plus qui est assez lié à ça au final, c'est il y a eu pas mal de earning calls pour pas mal de boîtes tech ces derniers temps, là depuis le 1er novembre et un petit peu avant. Un bon exemple, c'est Paycom, que je connaissais pas honnêtement, je sais pas exactement ce qu'ils font, apparemment c'est de la ressource humaine, software de ressources humaines. Ouais. Non, c'est même pas du paiement. Je pensais aussi que c'était paiement, mais c'est pas ça. Mais du coup, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont, ils étaient 1% en dessous du consensus, et leur action a perdu 40% depuis le 1er novembre. Et en gros, ce que les gens disent, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de sociétés comme ça qui étaient censées être des sociétés de croissance, où on attend une croissance du nombre d'utilisateurs, des revenus, etc. Ces sociétés commencent à finalement pas avoir une vraie croissance. Ils se retrouvent plutôt à des croissances de sociétés matures, mais sans cash flow. Donc en fait, ces boîtes ne génèrent pas de cash. Déjà quand ils sont en croissance, mais maintenant qu'il n'y a plus de croissance, ils génèrent encore moins de cash évidemment. Et donc il y a pas mal de boîtes comme ça qui vont, je pense, avoir vraiment des difficultés. Il y a tout un exemple ces derniers temps de plein de boîtes comme ça en tech. Et l'autre point aussi, c'est que sachant que quand tu parles à n'importe qui vend aujourd'hui du software, mais même je pense n'importe quel produit, tout le monde te dit tous les deals, c'est d'une difficulté absolu pour le moment. Les deals, au lieu de prendre 12 mois, ils prennent 24 mois, et au lieu de faire un deal de $100 000, tu vas faire un deal de $25 000 en ayant signé pour juste un an et pas plus. Donc honnêtement, quand tu le vois du terrain, j'ai quand même l'impression que c'est très difficile de faire du revenu. Toutes ces boîtes qui sont plus en croissance vont avoir de plus en plus de mal à vendre. Ça fait quand même beaucoup de boîtes qui vont se planter, ce qui indiquerait quand même plutôt forcément l'année prochaine ça va pas être folichon. Les premières startups qui généralement sont impactées par la crise quand elle est en train d'arriver, les premières startups qui flanchent, c'est souvent les startups de fintech. Et là, justement, je voulais vous montrer ce graphe que je mets à l'écran là. Et vous regardez, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Worldline
startup qui fait du paiement, son cours de la bourse est en baisse de 71%. C'est juste colossal. Adyen, qu'on connaît puisque ce sont des Européens, moins 49%. Block Incorporation, moins 35%. PayPal, moins 30,46%. Enfin, on voit bien que les startups de FinTech, là, sont vraiment dans le rouge. Et généralement, c'est effectivement les premières qui flanchent. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord avec vous. On dit que la récession arrive. On a les signaux quand même si le GDP est en hausse, on a quand même des signaux très très forts comme quoi cette récession est en train d'arriver. Camille, alors, une réaction? Je mets un petit bémol sur l'histoire des fintech. Il ne faut pas oublier que toutes ces fintech, ce n'est pas des banques. Donc avant, quand les taux étaient à zéro et que tu ne pouvais pas rémunérer ton cash, il n'y avait pas de différence entre une banque classique et une fintech. Là, aujourd'hui, une banque classique, elle va faire de la marge sur un prêt aux entreprises, sur après une carte bleue, que là, ces acteurs-là ne peuvent pas réaliser. Donc là, pour le coup, c'est là où on voit le fait que comme t'es pas une banque, bah là, ils se prennent l'effet où eux, pour le coup, ils vont financer à 5% sans avoir accès au taux de la BCE, par exemple, et ils peuvent pas faire une marge en face. Donc, c'est là toute la difficulté du modèle fintech quand tu n'es pas une banque. Ce qui, by the way, sur consolidation de marché, je pense que ça, c'est aussi un truc qui va se passer de plus en plus. C'est qu'en fait, on voit pas mal de boîtes, et même des grosses boîtes. Je voyais là, il y a une boîte qui s'appelle Olive AI, ou aussi Convoy, qui étaient quand même des boîtes qui étaient valorisées à des milliards de dollars. En gros, ils vendent leurs assets à d'autres boîtes. Donc, si tu vois que de plus en plus des boîtes comme ça sont en train soit de vendre une partie de leurs activités à d'autres boîtes pour essayer de s'en sortir plus ou moins, soit carrément, en fait, il va y avoir énormément de fusions-acquisitions et ce qu'on appelle des acqui-hire, où en fait, tu te dis, bon, ben voilà, j'ai besoin de 10 développeurs qui sont bons dans l'AI. Il y a une boîte AI là qui se passe pas trop bien. Ok, ben je vais la racheter. J'aurai les développeurs, j'aurai le PM, et puis de là, je peux faire ce que je veux. Et je pense que ça va vraiment être ce qui va se passer en 2024, c'est qu'on va avoir beaucoup de boîtes comme ça qui vont se fusionner, qui vont racheter des petites parties de la boîte, etc. On le voit sur le secteur de la tech, effectivement, avec des boîtes qui ont pignon sur rue et qui ont de belles activités. Quand on voit des boîtes, effectivement, tu parlais de Stripe, ou voire même de SpaceX, qui rentrent toujours pas en bourse, alors que ces boîtes devraient rentrer en bourse et refusent de rentrer en bourse parce que les conditions ne sont pas favorables. On a vu l'entrée en bourse catastrophique de Instacart. Tout ça, ça a un effet domino sur le monde de la tech et on est vraiment en ce moment témoin de cet effet domino. Les tours de pré-IPO sont gelés, il n'y a plus d'entrée en bourse, ou alors elles sont déplorables, c'est un peu des entrées en bourse un peu catastrophes, donc il n'y a plus de tours de pré-IPO. Les late stage rounds, c'est-à-dire les séries B, C, D, sont très très rares pour pas dire inexistantes. Les startups qui ont pourtant un vrai business n'arrivent pas à lever parce que leur valorisation est beaucoup trop haute, donc ils sont au but, ou alors il faut qu'elles fassent un down round, et on voit plus en ce moment que des bridge rounds, à des conditions d'ailleurs assez désastreuses, pour redonner encore 1 ou 2 ans de plus aux startups. Je montre un graphe, c'est le nombre de startups qui ont shut down ces derniers trimestres. Du coup, c'est assez colossal, hein. Le nombre de shutdowns en 2022 a été multiplié par 2 par rapport à 2021 et 2020. Et maintenant, aujourd'hui, on est sur un multiplicateur de x3 si on regarde 2023. Donc effectivement, vous, Gary, tu nous le confirmes ça je le vois pas là, je suis à Paris, c'est pour ça que vous me voyez pas dans mon décor traditionnel. D'ailleurs, je remercie Airbnb pour l'effort de déco qui est fait dans l'appart où je suis. Mais Gary, moi je le vois pas ça ici à Paris. Les boîtes ne meurent pas ici à Paris, mais par contre dans la Silicon Valley, ça ferme à tour de bois. En gros, dans la Silicon Valley, oui, clairement, on voit certaines boîtes qui ferment. On voit que les gens sont super stressés au niveau funding, sachant que maintenant, toutes les startups, on leur dit, voilà, gardez 3 ans de funding pour avoir avec un run rate généralement qu'on rabaisse. Donc honnêtement ici on sent que c'est chaud. Et en fait, ce qui est assez amusant, je sais pas si c'est tellement amusant que ça, mais au final, je pense que les grosses boîtes vont s'en sortir pas mal, parce que certaines grosses boîtes avaient déjà une croissance qui était un peu plus faible, mais par contre avec un vrai business model et générer vraiment du cash. Et là, en fait, maintenant, ce qui va être génial, c'est que d'ici 2024, il y aura plein de boîtes à acheter qui coûteront pas grand-chose. Donc, les grosses boîtes vont mieux s'en sortir que les petites boîtes, je pense. Mais pour le moment, les petites boîtes, c'est vraiment dur, quoi.
Camille, pourquoi est-ce qu'en Europe et en France en particulier, on voit pas cette défection de start-up, c'est dépôt de bilan, quoi. Ces liquidations de start-up. Est-ce que c'est parce que les start-up vont mieux, elles ont un business qui est beaucoup plus solide? Est-ce que c'est que elles brûlent moins de cash? Est-ce que c'est qu'elles sont encore bien financées par les investisseurs français? Non, moi je pense plutôt qu'il y a beaucoup de startups qui font en fait en mode conciliation, et ça c'est sous seing privé. Donc moi il y a certaines startups où j'ai investi, où je connais bien les fondateurs, je sais qu'aujourd'hui ils sont en conciliation, et en France tu as la possibilité de cacher ta faillite jusqu'au dernier moment, puisque pour pouvoir annoncer un plan de licenciement global, il faut que les syndicats, ou si tu es à plus de 50 personnes en clair, aient accepté le plan avant de pouvoir en parler, ne serait-ce que publiquement. Donc ça veut dire que tout ça, ça reste sous le capot. Quand tu vois Luco, en 3 jours, le truc est passé de genre tout va bien, alors que par exemple, si tu compares à WeWork, ça fait des mois qu'on dit ils renégocient leurs dettes. Alors que Luco, ça faisait 1 an et demi qu'ils étaient en conciliation. Et moi, je connais plein d'autres boîtes qui sont super connues dans le Next 40 ou le SB 120 des startups, qui sont aujourd'hui en étape de conciliation, mais ce n'est pas public knowledge. Donc en fait, on pense qu'elles vont bien, mais quand tu vas demander, je reprends le point de vue de Gary, à des boîtes comme Payfit, comme Swile, qui signent avec des startups, ils disent aujourd'hui, les gens négocient abonnement par abonnement. Ils disent, ah bah avant j'avais 30 utilisateurs, maintenant j'en veux 21. On n'en est pas de 30. Il y a un churn gigantesque sur ces applis. Donc en fait, je pense que c'est juste sous le capot. Et en France, tu peux gagner. Oui, des licenciements, mais par exemple, toi, quand Ledger annonce des licenciements, quand t'appelles les gens de Ledger, tu découvres que la moitié des gens qui sont, par exemple, dans cette boîte sur LinkedIn, ils sont en fait pas. Parce qu'il y a des gens qui vont aussi partir pour convention personnelle, mais en fait, c'est une façon de pas faire un... Parce qu'en France, t'es limité à un certain pourcentage de rupture conventionnelle. Donc au-delà, t'es embêté. Et après, il faut faire un plan qui soit validé par les syndicats. Et là, il faut qu'ils soient d'accord avant de pouvoir en parler. Donc ça délai. Ça a un impact aussi sur le early stage, hein, en tout cas aux États-Unis. Je sais pas en France, mais en tout cas aux États-Unis. Quand la machine de VC est en panne, ce qui est exactement le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'exit en ce moment aux États-Unis, ni en IPO, et pas encore en termes de sortie, de consolidation, comme le disait Gary, on va peut-être voir ça arriver assez rapidement maintenant, mais pas avant 2024, c'est toute la chaîne, c'est toute la VC Factory Line qui se met en panne, et ça a un effet bien évidemment sur le early stage. Et puis les LP, c'est-à-dire ces gens qui investissent dans ces fonds, la performance est tellement pourrie en fait de ces fonds qu'ils se posent la question de savoir s'ils vont réinvestir en fait dans ces fonds, surtout qu'en plus, Camille, les bons du Trésor aujourd'hui sont hyper performant. Pourquoi est-ce que je vais m'emmerder à foutre de l'argent dans un fonds où le risque est énorme, le return est certes très intéressant peut-être sur le papier, mais le risque est énorme, alors que j'ai les bons du Trésor aux États-Unis qui rémunèrent mon argent à 9%. Et puis, je rajoute un truc. Moi, franchement, entre aujourd'hui financer une start-up pour avoir de l'equity ou financer une start-up avec de la dette à 5, 6, 7%, je préfère de la dette parce que tu as une maturité beaucoup plus courte, tu as une chance de revoir ton argent. Alors que tu prends de l'equity, mais dans combien de temps tu sors? Si tu sors un jour. Alors on va parler de OpenAI et on a mis nos lunettes parce que il faut des lunettes pour parler de OpenAI et Angie, tu vas nous expliquer pourquoi. Mais lundi c'était l'OpenAI Dev Conference et comme à son habitude, la startup de San Francisco vient de tuer une centaine de boîtes avec son nouveau projet OpenAI Platform. OpenAI vient de lancer API Assistance qui permet aux clients d'OpenAI de construire leur propre assistant avec des instructions spécifiques. D'ailleurs, c'est très drôle. Hier, j'étais donc à Paris et j'étais à l'événement organisé par les Galeries Lafayette et le fonds de venture Motier Venture et avec plein de startups. Il y avait Mistral. D'ailleurs, vous vous rappelez, on a parlé de Mistral et on en avait parlé ensemble qui étaient là sur scène. Je les ai vus, les gars, et plein de startups de AI françaises. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que tu disais. Parce que je me disais, ils étaient en train de pitcher leur projet, alors que la veille, OpenAI vient d'annoncer API Assistant, et je me suis dit, je me demande si combien d'entre elles sont pas déjà mortes. Angie, explique-nous alors. On peut enlever nos lunettes, Angie, ou non, vas-y, fais la démo, toi, vas-y. Moi, j'ai juste envie de faire la démo, un peu, le gadget, mais alors juste, parenthèse pour Mistral, pardon,
Il se dit qu'ils sont en train de faire une très grosse levée de fonds. 400 millions. 400 000. Voilà. Ouais. À préciser. Ils veulent parce pas qu'ils ont quand même délivré délivré leur... Voilà. Ouais. Je pense qu'ils n'auront pas de mal à le remplir, ouais. Mais bon, eux, c'est sûrement une des boîtes qui est à l'abri un petit peu de ce qu'a lancé OpenAI. Et oui, en effet, les lunettes, donc je les ai reçues. C'est les Ray-Ban dont Meta. on a parlé dans l'épisode 115. Exactement. Et c'est vraiment très sympa. Donc, on a des petites caméras dans les branches. On a aussi des écouteurs dans les branches des lunettes. La qualité des photos est très bonne. La qualité de l'audio aussi est très bon. Et on a aussi donc les Meta AI qui est embarqué. Donc, rien à voir avec un Siri ou un Alexa. C'est vraiment beaucoup mieux. C'est très bridé. Donc, dès qu'on commence à lui demander des choses un peu particulières, il dit « Je peux pas faire ça pour l'instant ». Mais on sent déjà que c'est beaucoup plus intelligent. Et en effet, derrière, c'est le modèle Llama 2 de Facebook. Ouais, mais alors attends, parce que tu es le seul à avoir vraiment des lunettes équipées. Nous, c'est des pauvres lunettes de soleil de merde qu'on a, mais c'était juste pour l'effet visuel. Ceux qui écoutent le podcast, ils ne savent pas. Mais alors, en gros, tu fais quoi, toi, avec tes lunettes, là, avec de l'intelligence artificielle, pour l'instant? Ouais, donc tu as un bouton sur la branche où tu vas pouvoir prendre des photos, faire une story. C'est assez pratique parce que au final, t'as pas besoin de prendre ton téléphone. Donc, si tu joues avec les enfants, par exemple, donc moi, je suis au foot, la poussette, le machin, le truc, prendre des moments vraiment sur le vif. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je suis pas un créateur influenceur, mais je pense que pour tous les créateurs qui racontent leur vie sur les réseaux, c'est super intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le AI embarqué, donc l'assistant embarqué, qui va pouvoir te parler dans l'oreillette. Tu vas pouvoir l'interpeller sur des sujets et discuter avec. Et à voir comment ça se développe, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc ça vient avec une app mobile pour justement récupérer tous les médias, les photos, les vidéos que tu prends. Et après, bon, pour publier ou pour garder pour toi, hein, mais la qualité de l'appareil photo déjà est surprenante pour la taille des branches qu'on a là. Alors revenons sur les annonces d'OpenAI cette semaine qui n'ont rien à voir avec des lunettes, mais qui annoncent justement ce API Assistant. NJ, explique-nous, en gros tu me disais, ils viennent de tuer des centaines de startups, explique-nous un petit peu pourquoi et explique-nous ce que c'est que cette annonce. Tout à fait, ouais. Et puis moi ça fait du coup 3-4 jours que je joue avec et c'est vraiment très intéressant. Donc OpenAI a un succès auprès des ingénieurs, des développeurs depuis déjà plusieurs années même, parce que GPT-3 avait déjà sorti des API accessibles pour la génération de contenu. Donc que tu pouvais embarquer dans tout un tas d'applications. Donc ce qui a fait que tu as beaucoup de startups qui ont créé ce qu'on appelle des wrappers, donc des interfaces, tu vois, peu importe, dans un SaaS marketing par exemple, pour créer des contenus pour du blog, eh bien tu embarques ton API OpenAI, ça te génère du texte, et puis le texte après tu vas le copier-coller, enfin tu vas le publier sur un WordPress ou autre. La force de ce qu'a présenté OpenAI lundi, c'est que tu vas pouvoir remplacer, entre guillemets, tous ces petits wrappers qui ont été créés pour des use cases très spécifiques, genre typiquement le marketing assistant, parce que justement, tu vas pouvoir les entraîner, entre guillemets, enfin les fine-tuner, leur donner du document. Et il y a un truc qui s'appelle, par exemple, le RAG, donc Retrieval Augmented Generation, je crois, l'acronyme. Et en gros, tu as des boîtes, ça fait 9 mois, elles se prennent la tête de comment tu vas donner du contexte à ChatGPT, à OpenAI, dans des cas très précis, je sais pas, de la finance, du healthcare, etc. Et là, avec leur API, en gros, ils ont rendu ça en no-code. Donc, quelqu'un qui sait pas coder, il prend 3 fichiers, il les push et il fait ses petits tests. Et ça, c'est assez incroyable qu'ils aient publié ça de façon totalement. Enfin, c'est prêt. Ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire là, Angie, c'est qu'il y avait des boîtes qui depuis plusieurs mois sont en train de fabriquer des business et qui étaient hier par exemple, j'ai vu une boîte qui s'appelle Dust qui présentait et son argument c'était de dire ChatGPT on peut pas l'utiliser dans l'entreprise parce que c'est une AI qui est trop généraliste, elle ne comprend pas les documents de l'entreprise qui sont confidentiels, qui sont cachés, etc. Et justement nous Dust, ce qu'on permet c'est de fabriquer du contexte
propre à ton entreprise et aussi d'interagir avec les applications qui sont utilisées à l'intérieur de l'entreprise, entre Slack, par exemple, Notion, etc., etc. Mais moi je me suis dit à la lumière des annonces d'OpenAI, est-ce que je me trompe? Mais en gros, tu pourras faire ça avec l'assistant d'OpenAI, non? Mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Canva a fait la démo en live, mais tu vas avoir toutes les entreprises qui ont des logiciels déjà bien établis vont directement s'intégrer avec OpenAI pour proposer donc l'intelligence de leur solution. Et comme tu as Microsoft derrière, une entreprise qui a déployé Azure en interne, qui a toute la suite Microsoft, le sujet de la privacy, le sujet de interfacer dans l'entreprise, etc., il n'existe pas en fait. Parce que les entreprises font confiance à Microsoft, tous les serveurs dans le monde, c'est des serveurs Microsoft, tout le monde a les licences Office. Donc en fait, ils ont quand même un mutant à 4 têtes là qui arrive et il mange tout quoi. Il mange tout. Et donc il va pas laisser grand chose aux startups. Donc après, l'argument qui consiste de dire tes informations, elles sont pas prises en compte par ChatGPT, c'est fini. Avec ce qu'on vient d'annoncer, on peut aller utiliser des sources d'informations externes pour personnaliser un ChatGPT selon ton contexte propre. En revanche, ces informations, elles partent toujours chez ChatGPT. En termes de confidentialité, ça circule toujours par les serveurs de ChatGPT. Correct, mais ça de toute manière ils l'ont réglé parce qu'ils ont de plus en plus des contrats de zero retention policy. Donc en gros ils font en sorte que quand tu utilises l'API, ils gardent pas tes données et ils entraînent pas leur modèle dessus. Quand tu parlais de Dust, il y a quand même un truc, c'est que au final ce qu'ils pourraient faire, c'est faire un software pour regrouper facilement tous les documents. Et puis après envoyer ça sur l'API, donc ça potentiellement il pourrait faire. Mais je pense aussi. Parce que en fait il y a vraiment deux types de sociétés qui sont fait tuer lundi. C'est les boîtes qui utilisaient un peu d'OpenAI et en fait c'est marrant parce que Sam Altman avait dit voilà, si vous voulez construire une boîte au-dessus de OpenAI, vous venez avec vos données. Et nous, on fait 98% du chemin. Vous faites le 2% restant qui est venez avec vos données, venez avec votre UI. Mais ça, c'est plus vraiment vrai parce qu'en gros, maintenant, OpenAI fait de plus en plus de trucs. Donc, au final, qu'est-ce qui reste vraiment pour les startups? Pas grand-chose. Donc, construire sur OpenAI, ça devient de plus en plus compliqué. L'autre truc, c'est que toute cette ingestion de données, donc on peut maintenant charger un PDF. En gros, tu peux charger un document de 300 pages en un coup dans OpenAI. Et puis après, lui demander, tiens, voilà, fais-moi un summary, regarde si c'est des guidelines, par exemple, pour quoi que ce soit. Tu pourrais dire, ok, est-ce que tu peux me dire si, dans ce cas-ci, je serais ok pour les guidelines ou pas? Donc tout ça, c'est faisable maintenant dans OpenAI. Donc ces boîtes qui, en fait, faisaient des features au-dessus d'OpenAI, ouais, celles-là, elles sont mortes. On parlait dans notre WhatsApp avec Stéphanie Tramichek qui est en Uruguay. On l'embrasse, Stéphanie. Je crois que elle est pour le business en Uruguay. Et elle faisait une remarque qui était assez intéressante. Elle faisait un parallèle avec Apple quand Apple avait lancé son store et qui avait construit un véritable écosystème et pas une plateforme comme semblerait le construire aujourd'hui OpenAI, et un écosystème qui a permis de développer énormément l'innovation et on a vu des boîtes qui se sont créées autour de l'App Store. Elle disait non mais là on n'est pas du tout dans le cas de figure de l'App Store de Apple. On voit que le choix d'OpenAI il est complètement différent. Ils veulent développer leur propre outil et transformer finalement les développeurs un peu en esclaves et proposer ces custom models et vendre du professional services parce qu'on sait qu'il y a Microsoft qui est derrière. Donc on n'est pas du tout dans le même. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là. Moi, je pense qu'ils essayent clairement de créer un écosystème. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas encore très claires. Par exemple, le pricing model. Donc comment une boîte qui va faire un GPT va gagner de l'argent. Ben quand on le demande à Sam Altman, ils savent pas encore très bien. Donc pour le moment, ils vont dire bon bah si t'as beaucoup d'utilisateurs de ton GPT, de ton nouveau assistant que t'as créé custom, eh ben on va te donner une partie de notre revenu. Donc c'est pas très très clair parce qu'au final les règles sont pas encore vraiment mises en place. L'autre chose, c'est que à la différence de l'App Store prend 30% de tes revenus. Ouais, ici là, c'est on partage de revenus.
En fait, c'est nous qui allons te donner une partie de notre revenu si ton application est utilisée. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Par contre, au niveau marketing, c'est super parce que ça veut dire que tout le monde va aller dessus. Parce que aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui... Et c'est ça la beauté du truc. Pas forcément des développeurs. Parce que créer un GPT, c'est ultra simple. En fait, il va y avoir des gens qui vont aller dessus en se disant, mais putain, il y a OpenAI, là, ils font des milliards. Est-ce que je peux faire une petite app sur leur truc pour récupérer quelques centaines de milliers de dollars et donc je pense qu'il va y avoir un coût marketing. Non mais même quelques milliers de dollars, Gary. Ou quelques milliers de dollars. Gary, même quelques. Moi je trouve ça super intéressant parce que un développeur qui dans le coin quoi en fait a peut-être un boulot et tout ça va pouvoir en parallèle de son métier, fabriquer une application dans cet écosystème d'OpenAI et gagner peut-être 2000 dollars ou 3000 dollars qui peut changer un petit peu sa vie et puis qui peut lui permettre d'aller faire un bon gueuleton ou un bon voyage quoi en fait. Et je pense que c'est ça ce qu'ils cherchent les mecs d'OpenAI. Et je vais faire la daronne, je suis désolée, et vous rappeler des faits historiques. Tous les gens qui ont monté des business basés sur une API qui ne t'appartient pas, tu peux dire ça au dernier ceux qui font des business sur Twitter. Ils ont tout perdu. Moi j'avais quelqu'un qui avait fait monter un business pour aller voir les niches et les influenceurs. À la fin de la journée, il faut pas oublier quand c'est pas toi qui maîtrise l'API, si le mec n'a plus envie de tenir des business, ils peuvent fermer le robinet. Blague à part, c'est aussi ce qui est intéressant avec ce qu'est en train de créer OpenAI, c'est que ça remet sur le devant de la scène les modèles open source qui sont dans Hugging Face. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu comprends que si Sam, que ton business, il a envie de le récupérer, il fait ça comme il veut. Alors que quand tu vas chez Hugging Face, oui, tu n'as peut-être pas le dernier UX machin, mais en fait, tu garantis que t'as pas Sam qui un matin se lève et te dit son business est fini. Une souveraineté. C'est ça. Ouais, au moins t'as ta souveraineté. Mais Camille, j'insiste sur ce que je dis. Ce que tu dis est absolument vrai dans le cadre si tu es une boîte. Mais maintenant, si tu es un individuel, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas d'investisseurs. Oui, mais il y a des mecs rien à foutre, quoi. T'as perdu, ça s'est arrêté, c'est fini. Ce qui est pris est déjà pris. Tu vas sur Twitter. T'as une quarantaine de mecs qui disent OpenAI m'a tué hier soir. C'est-à-dire que le mec dit voilà, là ma boîte a fermé immédiatement. Et le problème c'est que ce qui est vraiment intéressant et là en France il y a une annonce, c'est Scaleway, Meta et Hugging Face qui lancent un business ensemble pour dire nous on veut lancer l'open source. Quand t'as Meta dedans, tu te dis quand même waouh. Qu'est-ce s'est-il passé, tu vois? Quand Llama a été mettre... Et c'est là où peut-être Facebook et Mark sont super clever parce que les mecs, ils ont compris que Sam, tu vois, Sam, il nous fait un peu un Steve Jobs, sauf qu'il a pas le charisme, si je peux me dire, parce que son keynote était pas ouf en termes de storytelling, on va dire. En termes de tuer d'autres startups, oui. Et là, c'est peut-être la revanche de Mark qui se dit, OK, d'accord, j'ai pas créé en premier OpenAI, mais moi, je vais tout d'un coup devenir... Pas RGPD compliant, faut pas exagérer, mais open source, expliquer le modèle et tout ça. Et c'est peut-être une façon pour lui de revenir sur le devant de la scène, autrement en disant « je joue collectif ». Ça va être tellement facile de créer ces GPT, donc ces petites apps au-dessus de ChatGPT. No code, pas besoin de savoir coder. Tu parles, en gros, tu dis, voilà, tu me crées-moi une app qui fait ça, et tu parles, c'est comme quand tu as une conversation avec ChatGPT, sauf que dans ce cas-ci, tu crées une app. C'est ça la différence. Ce qui est assez amusant, c'est que comme ça va être tellement facile, je pense qu'il va y avoir énormément de merde, dans le sens où il y a énormément de gens qui vont aller créer n'importe quoi. Alors, comment gérer ça et dire, OK, ça, c'est pas publié, ça, c'est publié, etc. Et ce qui est fou, c'est que durant leur keynote, quand tu regardes le slide où ils disent, voilà, on a introduit les GPT, c'est génial, il y a les featured GPTs, donc ceux qui y poussent. Numéro 1, c'était Reactify, donc c'est React Components in Seconds, ok, maybe, ça peut être pas mal. Le numéro 2, c'était Cumulus, c'est des Beautiful Word Cloud, donc c'est en gros quand tu as des mots dans un petit cloud que tu peux mettre sur un slide, donc ça c'est absolument nul. Et Mid-Century Future, c'est créer des décors d'intérieur de 2050. Tu fais putain, c'est ça les 3-4 apps que vous avez montré en principal, c'est pas de la grosse qualité quoi, c'est pas du truc il y avait tellement de choses à faire là-dessus et en fait ils nous ont montré 4 apps qui étaient vraiment pas dingues du tout quoi. Et non seulement les apps sont pas cool, mais il y a des scams, il y a des risques de scams qui vont arriver. Pourquoi l'App Store, Marc n'est pas là, mais pourquoi l'App Store a toute cette sécurité? C'est qu'à la fin, quand tu t'achètes une application sur l'App Store, normalement, tu vois, là il y a eu un scam, il y avait une fausse application Ledger sur le Microsoft Store. Et typiquement, là tu te dis, s'il n'y a pas une vérification dans l'App Store ChatGPT, il y a des gens
qui vont se faire aspirer l'intégralité soit de leur ordinateur, soit de leur compte en banque, soit de leur conversation sans même se rendre compte. Moi, dans ces cas-là, je crée une application avec des vidéos de chats où tu crées des vidéos de chats qui récupèrent toute la vie des gens qui la téléchargent. Ouais, justement, je pense que c'est là où l'écosystème fermé que OpenAI propose se rapproche beaucoup d'un App Store de Apple. Parce que, à mon avis, ils vont pousser des apps qui sont de très bonne qualité, comme Apple a fait, c'est-à-dire high standard, il faut avoir XY validation pour pouvoir poster ton app sur le store, etc. Et c'est vrai que sur l'App Store, on a une bien meilleure qualité que sur l'Android, par exemple, alors que le parallèle Android, c'est plutôt très ouvert et App Store, c'est plutôt très fermé. Et surtout, moi je veux être optimiste. D'ailleurs, il y a un des fondateurs là d'une boîte ou peut-être à risque ou peut-être pas, mais qui est Emmanuel de Scénario, donc une boîte. Déconne pas, je suis investisseur dedans, donc déconne oui, pas. Oui, mais justement. Ah non, mais je vais pas dire des bêtises. Déjà, c'est une très belle boîte. Je pense qu'ils ont un use case vraiment super. Mais surtout, il met un tweet qui est très optimiste, qui dit en gros, oui, OpenAI a tué pas mal de startups, sûrement, mais n'a pas tué les entrepreneurs résilients et ceux qui pensent aux opportunités. Et moi, ça me parle beaucoup parce que je pense que l'App Store, le GPT Store, ça va être un moyen de distribution. Tu vas avoir une espèce de freemium où tu vas aller faire une app de qualité pour régler un use case. Par contre, il faut être super verticalisé. Il faut avoir vraiment un pain point très précis. Tu vas aspirer tes utilisateurs et après, tu vas aller les transformer dans ton SaaS classique avec de l'intégration deep pour le métier, avec des interfaces, tu vois, vraiment métier où les gens ils vont utiliser le monde va pas se mettre à travailler sur un chat demain, quoi. Donc je pense que moi je vois ça comme une opportunité de distribution. Et par contre, c'est vrai qu'on est sur des sables mouvants. Du coup, ça reprendrait l'App Store. Donc ça reprendrait plus à l'App Store du coup là. Moi j'ai l'impression que c'est. J'imagine même OpenAI sortir une device en fait. Tu vois, genre me dire les apps où tu rentres des trucs, où tu input, etc. C'est 2010 quoi. Aujourd'hui on est sur autre chose. By the way, sur l'app, il y a Sam travaille quand même avec Johnny Ive, qui est le mec qui a travaillé sur l'iPhone. Donc ça c'est quand même un truc. Au niveau hardware, ils vont sortir un truc, c'est sûr. Exactement. Moi, je pense, à mon avis, que leur store va être plutôt basse qualité au début sur les apps. Et ça, c'est juste quand on voit dans leur keynote qui montre, voilà, les apps qui sont montrées sont pas de très bonne qualité. Ils vont monter en qualité, ça c'est sûr. Et en fait, ce qui est hallucinant derrière, c'est de se dire, en fait, même les gens qui n'utilisaient pas ChatGPT vont commencer à utiliser OpenAI. C'est un peu l'histoire du Bitcoin et du blockchain. C'est que, ok, le Bitcoin, c'est une utilisation du blockchain. Ici, ça va être la même chose. C'est, en fait, moi, j'utilise pas ChatGPT parce que je n'ai pas besoin de parler à un AI pour quoi que ce soit. Ok, génial. Et puis, tout d'un coup, ils disent, mais par contre, tu as une app de life coaching super bien torchée où tu vas là-dessus et ça te fait tout ton coaching, etc. Et tu fais, putain, je vais peut-être utiliser ce truc-là. Et en fait, derrière, tu utilises OpenAI. Donc, pour eux, ils vont augmenter leur utilisation mais de manière exponentielle, ça va être assez incroyable, quoi. Et Gary, je rajoute quelque chose. Faut pas oublier que la plupart des gens vont faire comme Monsieur Jourdain de la prose sans savoir qu'ils en font, toi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette complexité va être cachée. Après, il faut pas oublier vous êtes sur un point de vue très américain. Moi, je suis geek, donc je suis presque. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont salariés dans des entreprises où on leur a clairement dit de ne pas l'utiliser. Ils veulent pas l'utiliser dans leur vie privée. Et toi, moi, j'ai plusieurs amis où clairement, je leur ai dit la prochaine fois que je te parle, je veux que tu l'utilises moins 1 ou 2 fois. Parce que ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que le coût d'entrée de ChatGPT augmente chaque jour et que ça va être difficile à rattraper et que la complexité, c'est de savoir poser la question. Et que moi, avant de poser une question qui avait une réponse vraiment pertinente, j'ai dû m'y reprendre 10-15 fois. Maintenant, j'y mets moins de temps. Et ça, je pense qu'en Europe, on n'en a pas conscience. Vous êtes dans la tech, donc vous n'avez pas le choix. Mais en Europe, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, refusent d'utiliser ChatGPT pour des principes RGPD. Et je leur dis, utilise-le pour le batch cooking, pour aller voir un film, pour des blagues 40 bars, mais force-toi à l'utiliser. Et moi, pour les auditeurs européens de Silicon Carnet, si vous n'avez jamais ouvert ChatGPT, faites-le maintenant. Forcez-vous de le faire. C'est sûr. Voilà. Et moi, je rajouterais quelque chose aussi que j'ai entendu. Pardon, juste, je rajoutais quelque chose sur ça aussi, sur le fait de ne pas vouloir utiliser. Il y a une autre tendance aussi que je sens. C'est les gens qui ne veulent pas utiliser l'AI, mais au-delà du conversationnel, du chat, parce qu'ils pensent que l'AI ne peut pas faire leur boulot. Et ça me rappelle beaucoup Internet, tu vois. Genre quand ils disaient, non, mais moi, il me faut des magasins.
Mais c'est complètement horrible et je pense que c'est le mur assuré. Tu vois, le chômage technique à 45 ans avant fin de carrière, parce que justement ils vont avoir refusé cette innovation, mais cette innovation elle est beaucoup plus puissante qu'Internet. Et tous les jours c'est bam bam bam, ça sort des use cases et c'est assez incroyable. Vous pouvez refuser Notion, mais pour moi vous pouvez pas refuser ChatGPT. Moi je suis pas une grande fan de Notion, toi. J'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose avec Notion. Tu peux pas. Mais ChatGPT, j'y suis. Mais tu peux pas refuser Notion parce que toutes les émissions de Silicon Carnet sont préparées sur Notion. À cause de toi, j'ai dû ouvrir un compte, mais je suis triste. C'est pour toi, c'est parce que je t'aime beaucoup. Hein. ChatGPT, là, c'est inévitable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'AI, voilà, le progrès est en marche et je pense pas qu'il va être arrêté. Il y aura 3 types de gens ou d'employés. C'est les employés qui veulent pas utiliser ça comme des employés qui n'utilisaient pas Excel il y a 20 ans, au final, t'es plus très compétitif sur le marché. T'as ceux qui vont utiliser à fond pour être meilleurs dans leur boulot. Et puis t'as ceux dont le boulot va être remplacé complètement. Ça, j'espère, honnêtement, ça c'est mon côté plutôt humain, je dirais. C'est que moi, je préférerais qu'on fasse que tout le monde soit beaucoup plus productif dans leur boulot, mais qu'on commence pas à remplacer le boulot de tout le monde. C'est maintenant. Donc il y a 10 ans, Amazon dévoilait un projet visionnaire qui visait à révolutionner le monde de la livraison et du shopping en utilisant justement des drones. Ça date pas d'hier, c'était il y a 10 ans, Camille, et il nous promettait de la rapidité, de l'innovation. Ces drones devaient être lancés depuis un hub central pour livrer presque tout ce dont on pourrait avoir besoin. Et aujourd'hui, la livraison par drone est une réalité puisqu'ils ont déjà commencé des tests, notamment au Texas. Mais effectivement, on se rend compte qu'elle est très limitée. Les drones ne peuvent transporter qu'un seul article à la fois. Il faut qu'il pèse moins de 2 kilos, qu'il soit pas fragile. Il lâche les colis, il lâche les colis à peu près 3 mètres de hauteur. Donc on imagine qu'effectivement, si vous faites livrer du cristal, ça c'est pas une bonne idée. Et en plus, ce qu'on apprend, c'est que ces drones ne peuvent pas voler par temps chaud, ni venteux, ni pluvieux. Donc, grosso modo, ils volent jamais. Et c'est absolument une véritable catastrophe. Camille, tu voulais en parler. L'innovation qui sert à rien, quoi, c'est ça? Bah oui, c'est un peu l'innovation qui, sur le papier, semblait être une bonne idée, mais dans la réalité, n'est pas juste, ne correspond déjà plus à nos usages, parce qu'aujourd'hui, la livraison d'Amazon, je pense que quasiment tous, on en fait au moins une par semaine. Ça dépend de là où on habite, si on a des enfants ou pas. Voire plus. Donc, voire plus, voilà. J'essaie de partir sur un minimum, mais clairement, on est souvent à plus. Moi, j'ai même mon oncle qui est au fin fond de la campagne à côté de Lyon, qui se fait une livraison une fois par jour d'Amazon. Donc, en fait, je pense que c'était un projet, mais entre les deux, il y a eu le Covid et nos habitudes ont complètement changé. Maintenant, on fait ça quasiment de façon quotidienne. Et donc, ce qui devait être un appui, en fait, le projet n'a pas été pensé pour le volume, je pense. Et puis, je pense que c'est des mecs qui ont pensé à ça et ils n'ont pas pensé aux objets que les gens se faisaient livrer sur Amazon. C'est des objets où tu as besoin de les avoir rapidement. Donc, genre, il te manque du lait pour ton bébé, il te manque des cornichons pour la raclette de ce soir. Donc là, typiquement, tu as un pot en verre. Toi, c'est pas des objets comme où tu peux attendre 2-3 mois, qu'il n'y ait pas de vent, pas de pluie, toi. Donc effectivement, ça résiste pas à la pratique et visiblement les consommateurs, ils ont le choix justement au Texas au moment de commander de se faire livrer par drone et ils veulent pas se faire livrer par drone. Personne n'accepte de se faire livrer par drone et Amazon est obligé de donner des cadeaux pour accepter la livraison par drone. C'est assez drôle, hein, Gary. Et je comprends pourquoi ils veulent pas se faire livrer par drone, parce que en plus, donc ça vole pas quand il pleut, ça vole pas quand il y a du vent. Tu dois avoir un espèce de QR code dans ton jardin que tu dois mettre quelque part, donc tu vas taper dans ton jardin pour le mettre. Tu dois être là quand le drone vient te livrer. Alors c'est la vidéo, l'amour est de rire, parce que quand tu vois le drone arriver et larguer en fait une canette de soupe dans ce cas-ci à 3 mètres, t'as vraiment l'impression que il te lâche une merde par terre. C'est hop, voilà ton package. Et alors aussi les trucs, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de voiture autour, parce que ils veulent pas que le package tombe sur les bagnoles. Et il faut être là parce que si jamais il lâche le package mais qu'il roule sur la route, donc par exemple on dirait à San Francisco où toutes les rues ont 45 degrés de slope, de pente, on va se retrouver avec des paquets qui se retrouvent un peu plus loin.
Donc c'est pas terrible. Et en fait, ce qui m'étonne aussi, c'est que c'est au Texas. Alors qu'au Texas, moi je me dis, mais putain, si j'étais au Texas, j'ai un flingue, le premier truc que je fais, c'est que je vise le drone qui va livrer le truc, quoi. Donc je crois qu'effectivement, ouais, je tire le paquet. Et puis tu prends le paquet, effectivement, mais là tu te rends compte que c'est une canette de soupe, donc ça c'est un peu décevant. Pour le ball trap, c'est pas mal, hein. Écoute, pour le ball trap, ça peut être sympa. Du coup voilà, donc je pense qu'au début en fait l'idée était peut-être pas si mauvaise que ça, la mise en place elle est très longue, très dure et pas terrible, et en fait on va se retrouver probablement sur des drones qui livreront des trucs super urgents, super rapides dans des zones super dures à accéder, isolées, mais pas forcément dans les villes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et en plus, by the way, si vous regardez sur la vidéo, c'est ultra bruyant. Le drone, c'est l'impression que t'as un Boeing qui est en train d'atterrir chez toi, quoi. Donc je pense que c'est vraiment pas du tout fonctionnel pour le moment. J'aimerais donner un avis un peu plus optimiste parce que là j'ai l'impression. Je connais là. Voilà, bah oui, non mais là on dirait que ils ont inventé quelque chose qui va tuer des gens. Oui, si en effet si la canette de soupe tombe sur la tête de quelqu'un, c'est un problème. Maintenant, moi, je vois je vois deux choses. La première, c'est de se dire, c'est pas une innovation pour nous, c'est une innovation pour Amazon, pour réduire leurs coûts et pour livrer plus rapidement. Donc, pourquoi on est là à se dire, nous, on en a besoin? En fait, nous, on n'en a pas besoin, c'est sûr. Par contre, si dans 5 ans, cette techno, elle te permet d'avoir tes choses plus rapidement, et ça se trouve, tu auras un drone par rue, au lieu d'avoir les camions. Parce que les camions d'Amazon qui tournent toute la journée dans le quartier, c'est pas... Ouais, c'est une horreur. C'est une horreur. Bah oui, ils bloquent tout le temps, tu vois, c'est compliqué. Et la deuxième chose, ouais, c'est aussi de se projeter. Moi, je pense que c'est comme toute innovation, c'est-à-dire qu'ils sortent le truc aujourd'hui, c'est pas parfait, et puis ça va refine, et ça va arriver à quelque chose de plus cohérent, quoi. Ouais, mais Angie, je suis d'accord avec toi, mais on s'attendait quand même à un peu mieux, parce que comme je le disais au début, ça fait 10 ans qu'ils bossent sur le truc. Alors si au bout de 10 ans, on arrive à ce truc-là, il va falloir attendre combien de temps? Ça me rappelle un peu notre conversation avec Pierre Gobil, Camille, sur justement sur Cruise, sur Cruise, quoi, en fait, et les tracteurs. Ça fait un peu écho à la même chose, hein, là. Hein. C'est l'usage. Et les gens ne sont pas prêts. Ouais, juste un dernier truc, parce qu'il y a une rubrique, enfin pas une rubrique, mais un mot que j'aimerais placer dans l'émission. C'est le concept du silicone carnat. Parce que carnat, dans notre monde de jeunes, ça veut dire une arnaque, hein, mais peut-être vous le savez. Et donc du coup, je poserai la question, c'est les drones de Amazon, est-ce que c'est silicone carnat ou pas silicone carnat? Voilà, c'était... Alors, super, ben voilà, on pose la question dans Silicon Carnet, est-ce que les drones d'Amazon, c'est du silicone carnat ou c'est pas du silicone carnat? Donc, what the fuck, America, c'est les brefs de la semaine. On va regarder ensemble ce qui s'est passé aux États-Unis, qui nous a fait sourire, qui peut être un peu pathétique quelquefois. J'ai envie de commencer, je vais aller vite parce que ça me gonfle tellement que je veux pas non plus qu'on y passe 2 heures. C'est le procès de Sam Bankman-Fried. Ça y est, c'est fait, il a eu lieu. Il risquait d'aller en prison. Bah voilà, c'est fait. Hein, il va en prison. Hein, et ce que j'avais envie et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, Gary. Moi, je pense que c'était pas simplement le procès de Sam Bankman. C'était aussi le procès de toute l'industrie des cryptos qui était jugée cette semaine. Et la délibération s'est pas fait attendre, puisqu'en fait, il aura fallu au jury que 4 heures, c'est rien, hein, 4 heures pour délibérer. Et le verdict, il est sans appel. Sam Bankman-Fried est considéré coupable de tous les chefs d'accusation. Et c'est aussi tout le monde des cryptos qui, quelque part, est un peu jugé coupable cette semaine. Gary, comment tu as accueilli cette décision ? Alors d'abord, moi je suis super content qu'effectivement, enfin je pense que c'était très clair que le mec devait aller en prison. Soit parce qu'il est très mauvais, soit parce qu'il était complètement un carnat, si je peux utiliser le mot d'Angie. Carnat. C'est le carnat, ouais, c'était la FTX carnat. Mais par contre, le truc c'est que je pense que c'est le procès de la crypto spéculative. Donc pour moi c'est vraiment ça la grosse différence, c'est c'est pas le procès de la technologie.
Donc, les technologies blockchain derrière, elles fonctionnent. Il y a plein de trucs qui sont très très bons là-dessus. Ici, c'est vraiment le procès de ces Oui, mais est-ce que les gens vont faire la distinction? Non, ils ne le feront pas, la différence. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de le dire. Parce que sinon, on va se retrouver de nouveau avec 450 débats sur la crypto, c'est que de la merde, etc. Donc, je pense qu'ici, voilà, on sort les acteurs qui étaient vraiment négatifs. La technologie, elle est toujours là. Elle sera réutilisée d'une manière ou d'une autre pour autre chose. Et puis on verra bien pourquoi. Mais par contre, ouais, content du résultat du procès. Et en fait, tu te rends compte quand même que c'est le boxon intégral dans cette boîte, c'était hallucinant. Et Gary, ça continue. Hein. Là, je pense que tu es un peu innocent. FTX, aujourd'hui, vient de reprendre 35% sur le jeton parce qu'on annonce un repreneur. Donc, en fait, c'est juste qu'on va avoir un nouveau couillon qui va reprendre le manche. Malheureusement, le problème, c'est que comme Sam n'a pas su se défendre, les gens n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé. Et donc, j'ai malheureusement peur que ça soit un bis repetita pour la suite. Donc, moi, ça me rassure absolument pas. On a jugé un incompétent qui ne s'est même pas défendu. Donc, les gens n'ont pas compris ce qui s'est tout repassé, contrairement au procès dans les crédits Prime ou Kerviel. Donc, pour moi, malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle. Pas que ça met en prison, mais les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé toujours. Soulignons quand même la une de Forbes que je montre. Hein. Forbes, ce journal aux États-Unis, qui correspond à quoi? À Challenge peut-être en France, si je devais comparer. Forbes qui là, on regarde les unes de Forbes, ils sont toujours aussi bons, Forbes. Hein, ils avaient mis à la une Elizabeth Holmes, Sam Bankman, Adam Newman de chez WeWork, et puis aussi la Silicon Valley Bank, qui est considérée comme la meilleure banque américaine qui n'ait jamais existé. Donc faire la une de Forbes, je suis pas certain que ce soit un très bon signe. Je pense que c'est payant. Forbes, hein. Je pense surtout que la une de Forbes, c'est un peu, pour moi, Forbes, c'est un peu de l'infoprenat. C'est-à-dire que tu payes ton passage. Je serais pas étonné. Si, moi je dirais qu'on les fait, hein, ces gens-là. Enfin, on les fait, surtout les VC de la Silicon Valley, parce que c'est ça. Si tu regardes qui est derrière les fonds qui ont mis. C'est la fameuse histoire du meeting Sequoia où Sam justement il dit que des conneries dans le meeting et les gens ils sont subjugués dans le meeting à quel point soi-disant il est intelligent, etc. Donc c'est un peu aussi un syndrome de ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire l'argent à flot qui arrive sur des boîtes, c'est hype et puis on y va, on met des milliards. L'envie de rêver, l'envie de rêver. Ouais, aussi. Et l'envie de rêver américain. L'envie de rêver. Ouais, le rêve américain. What the fuck, hein? What the fuck, America. Deuxième bref, c'est toi, Angie. Tu nous parles de Bezos à Miami. C'est quoi ce truc? Je suis pas du tout au courant. Oui. Alors, ça a été annoncé là, au début de semaine, je crois, lundi. Et donc, en effet, Jeff Bezos, patron d'Amazon, deuxième personne plus riche de la planète, ou troisième, je sais plus son rang. Il faut savoir, donc, Jeff Bezos était au lycée en Floride. Il a grandi en Floride, d'accord? Et depuis qu'il a monté Amazon, il était dans l'état de Washington, et donc le siège d'Amazon est à Seattle. Mais ses parents étant assez âgés maintenant, quoique j'ai découvert qu'ils étaient jeunes en fait, parce qu'ils ont eu Jeff Bezos à 18 et 16 ans. Sa mère avait 16 ans quand ils l'ont eu. Donc c'est super jeune quand même. Waouh. Voilà. Petite parenthèse généalogique. Et en fait, l'État de Washington. On apprend des trucs dans Silicon Valley. Tous les jours. On apprend plein de choses. Ouais. Et donc, il a acheté 2 maisons pendant l'année, là, une à 80 et une à 70 millions. Des petites bicoques, quoi, tu vois, rien de fou. Quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est assez amusant parce que l'article que je lisais, justement, les journalistes, tu sais, ils creusent un petit peu. Mais quelle est la motivation? Et là, donc, publiquement, Jeff, il dit que c'est pour se rapprocher de ses parents qui reviennent vivre en Floride. Ou c'est un état de retraité, c'est vrai. À l'écran, hein. On va la voir à l'écran, la motivation. J'ai mis la photo. T'as tous les retraités quand même qui sont en Floride, donc c'est pas faux. Et puis il fait beau, on est bien ici. Et on est très bien à Miami, donc on a les Miami Heats, enfin c'est génial. Mais c'est vrai que l'État de Washington a remis une taxe sur les capitaux de 7%. Et donc 7% quand tu détiens 200 milliards de dollars d'actions Amazon, ça fait un petit peu. Et ça a été remis l'année dernière. Donc peut-être qu'il a eu la douloureuse au mois d'avril sur son exercice, sur ses 2022, et qu'il s'est dit en 2023, l'optimisation fiscale. 6 mois et un jour, allez les passer en Floride, ça sera mieux. Alors moi, j'en suis pas là. Moi, je suis très content qu'ils viennent parce qu'on va faire des dîners géniaux avec Jeff. On va
à faire des soirées poker. Donc au début, tu nous expliques qu'en fait le mec revient en Floride parce que ses parents sont âgés maintenant et que c'est un bon fils. Et en fait, tu termines par nous expliquer qu'en fait tout ça n'est que de l'optimisation fiscale. Et en plus, c'est mon côté français ça. Et il a un yacht, hein. C'est plus facile de profiter de son yacht à Miami que clairement à Seattle ou à Redmond. Hein. Je veux dire, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de passer par le canal de Panama pour aller rejoindre les Antilles. Non, c'est mieux. Et en plus, maintenant, il est super bien gaulé, donc il veut nous montrer ça, toi. Bah oui, bien sûr. Et visiblement, et juste petite what the fuck America, et c'est juste pour les auditeurs français. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu votes avec tes pieds très facilement, ou avec ton train ou ton avion. C'est-à-dire que là, le gars, il fait 5 heures d'avion et il va économiser 10 milliards. Mais surtout, il va gagner le soleil, il va gagner tout un tas d'autres choses, bien sûr. Mais c'est assez intéressant parce que quand on débarque aux États-Unis, se dire que changer d'État, c'est à tel point un changement de culture, de taxes, de tout ça. Pour moi, c'est toujours assez intéressant et c'est un peu un what the fuck, quoi. Voilà. L'immensité de ce continent, en fait, comme son nom l'indique, ce sont plusieurs États unis pour le meilleur et pour le pire, et qui fiscalement aussi n'ont pas exactement les mêmes politiques. Alors, on continue avec ta brève, Camille. Alors moi, je voulais faire une petite brève sur notre ami Gary Sandler, qui est le président de la SEC. Alors la SEC cherche des experts crypto pour réguler ça. Alors, elle a une difficulté, c'est qu'elle a demandé à ses experts crypto de ne pas posséder de crypto. Donc du coup, ça devient un peu compliqué. Donc elle a du mal à faire, elle a du mal du coup à faire concurrence par rapport au secteur privé. Alors j'ai un petit conseil pour Gary. Gary accepte les ETF Bitcoin et Ethereum. À ce moment-là, les gens auront le droit d'avoir des... Parce qu'en fait, le problème de Gary, c'est qu'il n'est pas sûr que les gens n'aient plus vraiment de crypto. S'il accepte les ETF Ethereum et Bitcoin, alors ces experts pourront acheter ces ETF qu'ils mettront dans leur compte Goldman Sachs, JP Morgan. Donc, il pourra vérifier et ils conserveront ces actifs. Et dans ces cas-là, là, tu peux les embaucher parce qu'ils ne font pas de trading actif. Ouais, il y a quelque chose de plus grave derrière ce que tu dis, Camille, c'est que le Gary en question, il a tapé sur la blockchain depuis des années et que les mecs qui sont experts dans la blockchain, comme le disait notre Gary à nous, ils croient encore en la technologie et aller bosser, en fait c'est un peu aller bosser pour le diable, hein, cette histoire-là. Qui a envie d'aller bosser avec Gary? Alors, t'oublies quelque chose, hein. Ouais, t'oublies quelque chose, hein. Aujourd'hui, quand je suis pas sûr que ce soit bien payé en plus. Je suis pas sûr que ce soit bien payé. Hein. Aujourd'hui, la plupart des acteurs, par exemple en Europe, passent de l'AMF à Binance ou à Ledger, puis reviennent à l'ESMA. Donc c'est très, dans la banque, c'est très très classique. Quand par exemple, moi j'étais en salle de marché, je n'avais pas le droit d'avoir des actions et j'avais des règles tellement compliquées sur mes actions que les seules choses que j'ai acheté 4 ETF en 2008 que je n'ai jamais revendu, toi. Parce que fallait que je demande l'accord à mon manager, c'était valable la journée et tout ça. Donc c'est pas fou la règle que met Gary. Sa complexité, surtout qu'en fait il peut pas contrôler que cette règle est vraiment suivie. Et il y a un deuxième conseil pour Gary, c'est que il veut absolument aller prendre des traders mais ces gens-là en fait ils y connaissent rien à la blockchain. Ils utilisent des algorithmes. Les gens qui connaissent, c'est les fonctions, ce qu'on appelle support, le middle office, le back office, le treasury, la compta. Eux ils ont mis le doigt dans la difficulté. Quand moi il y a eu un scandale en 2010 UBS sur le Delta One, j'étais responsable du middle office Delta One chez BNP Paribas. J'ai fait un audit du desk. J'ai vu 26 possibilités de faire des fraudes. Je les ai écrits dans un mail que je n'ai pas envoyé au trading, mais qu'à mon management. J'ai réglé les 26 problèmes et après, on l'a publié aux traders. Parce que c'est moi qui... Tu sais quoi, Camille, je viens de trouver, en fait. Il faut que tu postules. Bah écoute, mais je suis pas américaine. Je suis pas américaine. Faut m'aider là pour le visa. On peut trouver un mec, on va trouver un américain. Voilà, un mariage, on peut faire ça. Ouais. On fait ça pour Camille. En Floride, ils sont très forts pour trouver des papiers. On va tout trouver, tu vas devenir américaine. On va te faire non mais en tout cas, si Gary veut de l'aide, je suis disponible. Voilà, je tiens à passer ce message officiellement. Okay. Le problème, c'est que si tu te mets à bosser à la SEC, Camille, tu seras plus dans Silicon Carnet, tu pourras plus venir parler dans Silicon Carnet. Bah, je pourrais peut-être parler des autres sujets. Nouveau sujet, c'est celui de Gary. Il veut nous parler de Neuralink. Vas-y, Gary. What the fuck with Neuralink?
Alors, avec Neuralink, donc Neuralink, c'est la boîte d'Elon Musk pour rajouter des implants dans le cerveau. Dans des cochons. Et se connecter. Ouais. Pour le moment, ils le font dans des cochons, mais ils ont commencé, donc ils ont l'approval de l'FDA pour commencer des tests sur les humains. Ils vont y trouver 11 personnes sur l'année qui arrive, et ils veulent arriver à 22 000 personnes d'ici 2030. Si vous combinez ça... Ah oui, c'est des cobayes, tout à fait. Et en gros, fatalement, par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a des gens qui appliquent parce qu'ils ont des paralysies, des choses comme ça, et qu'à ce moment-là, effectivement, il y a beaucoup plus de sens pour ce genre de personnes, c'est certain. Par contre, si tu combines ça avec de l'AI, on se retrouve quand même pas si loin de ce film de Johnny Depp là, qui s'appelait Transcendence, où en fait, on se retrouve avec des gens qui seront connectés à Internet non-stop, à de l'AI, etc. Alors c'est de la science-fiction. Pour le moment, je crois qu'on en est encore très très loin. Moi, ce qui m'inquiète un peu, j'ai 3 enfants. J'ai pas forcément envie que mes enfants viennent me dire, tiens papa, moi je veux la chip Neuralink parce qu'il y a mon pote dans ma classe qui a aussi la chip. Ouais. Donc ça, j'espère que ça va pas se passer. J'espère qu'on va pas devoir tous y passer à un moment ou à un autre parce que c'est un peu comme effectivement l'iPhone. Où, finalement, tout le monde, même ceux qui voulaient pas avoir de smartphone, ben ils ont fini par avoir un smartphone. Donc voilà, ça on en est très loin, donc je pense qu'il faut pas trop se stresser là-dessus, mais c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que le device apparemment prend quand même une grosse partie une grosse place. Donc ils disent quand même que voilà, ils doivent ouvrir ta tête, enlever un morceau quand même assez conséquent pour pouvoir mettre le device. Donc ça fait quand même assez peur. Ça fait peur. Ouais, c'est une upgrade quoi. Ouais. Je rajoute 3 choses importantes. Laurent Alexandre, par exemple, croit très fort aux enfants augmentés. Il en a pas mal parlé. Deuxièmement, ce qui est intéressant, là en Europe, il y a quelqu'un qui vient de retrouver l'usage pour marcher, alors qu'il avait la maladie de Parkinson, grâce à une chip. Et troisième chose, le grand problème d'Elon, quand il a lancé sa chip dans le cerveau, c'est que ça tuait les cochons. Et moi, j'ai un ami qui a bossé sur la résolution de ce problème-là. Et en fait, comment ils ont résolu ça ? Ils ont créé un espèce de coating qui ressemble à des cellules de cerveau, ce qui fait croire au cerveau, quand tu mets le device, que c'est des cellules de cerveau, donc il ne rejette pas la puce. Et lui disait que du coup, la complexité, ça va être de déporter juste la puce là-haut et de déporter tout le reste sur le corps et que tu pourras avoir suffisamment de batterie pour pouvoir le garder toute la journée et avec un appareil. Donc, il y a des choses, même si c'est très de la science-fiction, aujourd'hui, les puces sur des maladies comme Parkinson, sur des maladies neurogénératives ou même sur de l'Alzheimer, on voit que ça va être une potentielle solution parce que, par exemple, la résolution qu'ils ont fait sur Parkinson, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus efficace que tout ce que tu fais en rééducation sur des blessés lors d'un accident de voiture, parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on fait ça. Donc, il faut pas tout rejeter avec l'eau du bain, si je peux me permettre. Il faut faire attention et mettre des guidances très claires. Et ça, peut-être qu'Elon a besoin d'un peu d'aide là-dessus. Mais pour moi, il faut suivre ça et faire juste attention où ils vont. En tout cas, un conseil pour les auditeurs de Silicon Carnet, puisque maintenant vous savez que la puce Neuralink tue les cochons. Donc, si vous êtes cochon, ne vous installez pas une puce Neuralink. Bon, voilà. C'est suffisant pour cette semaine, je pense. On a assez parlé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!